parti. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Nantes, chez Belle de Jour, en compagnie de Marjolaine et de Clément, avec lesquels on va aborder aujourd'hui la fonction publique territoriale, entre autres, l'administration publique et toutes les fonctions que peut prendre un ingénieur dans le public. On va essayer aussi peut-être de casser un peu certains clichés qui peuvent exister sur le métier d'ingénieur dans le public. Donc pour vous présenter brièvement, Clément Chevalier, N7 2013, un SN, TR, ça s'appelait anciennement TR. Ouais. Et en ce moment, donc depuis 2020, est chargé de mission vélo pour Saint-Nazaire Agglomération. Et Marjolaine Force, N7 2006, Hydro, MF2E, semestre aussi à l'étranger, à Montréal, et depuis 2014, tu es chef de projet ENR pour Nantes Métropole. Voilà. Si vous voulez nous expliquer un petit peu votre formation et comment vous êtes arrivé là, peut-être toi, tu commences par là. Donc effectivement, moi 2006, promo Hydro 2006, avec, comme tu disais, un dernier semestre à l'étranger à Montréal. Ce semestre à l'étranger, il était vraiment tourné pour moi pour aller chercher ce qui n'était pas encore proposé à l'N7, qui était un cursus énergie et environnement. Je cherchais des enseignements sur les énergies renouvelables et la partie, on va dire, motorisation aviation m'intéressait moins. Donc j'ai fait un semestre à l'école polytechnique de Montréal où j'ai pu avoir des cours donc sur les énergies renouvelables, la pollution atmosphérique, mais aussi les économies d'énergie dans le bâtiment, de manière très très appliquée. Vraiment, ce semestre-là m'a bien préparé au métier d'ingénieur. Moins tourné industriel par rapport à l'ENSET. Moins tourné industriel et pas recherche, donc vraiment comment dimensionner un bâtiment pour qu'il consomme moins, comment dimensionner les systèmes énergétiques, qu'est-ce qu'il existe. Okay. Voilà, c'est déjà un enseignement très appliqué. Et donc après, quand je suis rentrée en France, j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur d'études, puis rapidement chef de projet dans le bâtiment initialement, dans un gros bureau d'études d'ingénierie qui faisait donc de la construction, alors à la fois au niveau national et international. Et moi, j'étais dans une petite cellule qui s'appelle Elliott, qui traitait d'environnement et de recherche et développement sur ces questions environnementales et énergétiques. À Paris, pardon. À Paris, ouais. Et c'était le début c'était le début de la haute qualité environnementale dans le bâtiment. Il y avait ces débuts de certification sur les bâtiments qui consommaient peu, qui avaient un impact réduit sur l'environnement. Donc là, j'ai passé plusieurs années. Finalement, j'ai souhaité quitter ce grand groupe parce que c'était aussi quand même une très très grosse structure. Même si la cellule dans laquelle j'étais était initialement petite, mais elle avait beaucoup grossi. Donc là aussi, c'est vrai que d'un point de vue dynamique d'équipe, ça change beaucoup de choses. Et puis d'un point de vue personnel aussi, avec mon conjoint, on a souhaité quitter Paris. Donc on est venu à Nantes. Et donc là, j'ai à nouveau intégré un bureau d'études, beaucoup plus petit, qui était surtout tourné vers le développement durable, que ce soit la mobilité, le vélo, que ce soit les déchets ou l'énergie. Donc un bureau d'études qui s'appelle Indigo. Et là, donc là, j'ai passé quelques années aussi. J'ai regardé 4 ans. 4 ans, bravo. En tant que chef de projet, à la fois sur des audits énergétiques, sur du dimensionnement de réseaux de chaleur et des chaufferies bois. Mais je dirais que là, ce qui a vraiment changé pour moi, c'est que j'ai quitté un aspect vraiment maîtrise d'œuvre technique que j'avais dans mon premier emploi et je suis passée plutôt dans de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc conseiller et accompagner les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient publics ou privés. Mais en fait, j'ai fait surtout du public à ce moment-là. Et donc, ça m'a donné vraiment envie de creuser plus, en fait, ce côté public. Je voyais bien que les décisions se prenaient quand même beaucoup à ce niveau-là. Et puis finalement, en 2014, il y a eu une opportunité à Nantes Métropole, le poste de chef de projet énergie renouvelable qui se libérait. Et j'ai saisi l'opportunité. Voilà. Donc, j'ai intégré la Métropole en 2014. Et voilà, donc ça fait 7 ans quand même. Ok, super. Allez, c'est ton truc. Alors moi déjà j'avais choisi d'étudier les télécoms pour démystifier parce que déjà c'était en 2010 quand j'ai choisi la filière et c'est vrai que c'était en plein boom, enfin il y avait vraiment énormément de choses à faire.
J'avais beaucoup d'appétence pour la partie technique, donc et j'ai continué en fait premier stage à faire une chaîne de transmission. Des VT2 qui est un standard, c'est le standard de la télévision numérique, le nouveau standard. La TNT, à l'époque c'était nouveau, mais c'est toujours en fait celui qu'on utilise. Et puis là t'étais dans un petit bureau d'études à Toulouse. Alors en fait j'étais dans une arrière-cour d'une maison, dans un Algeco, avec 8 personnes, donc c'était vraiment technique, c'était que des mecs. À Plaisance du Touche pour ceux qui connaissent, et puis j'ai continué 1 an pour finir ce sur quoi je travaillais, et puis c'était quand même une première désillusion. Alors certes j'étais pas dans les conditions optimales, mais j'ai envie de dire que au quotidien, sur ma routine de travail, je me posais déjà quand même des questions. Je suis remonté dans le Nord, je suis originaire de Rouen. J'ai fait 3 mois à essayer de faire des remplacements en tant que prof de maths, alors maths ou informatique réseau, etc. Ça pareil, ça m'a pas trop plu, donc un autre test un petit peu comme ça, donc c'était pas très loin. Et puis j'ai trouvé un job technique dans une start-up à Palaiseau, pas très loin de Polytechnique, qui s'appelle Simples, où on faisait des communications sans fil sur mesure pour des applications professionnelles très précises qui avaient besoin de performance, etc. Donc on faisait tout de A à Z, de la plateforme électronique jusqu'au... Ça tu m'as dit quand on a parlé que ça t'avait plu parce que c'était très innovant, c'était formateur aussi. Et surtout, il y avait pas je voyais pas d'entreprise plus technique et plus innovante. En fait, c'était une nouvelle branche des télécoms qui était encore assez inexplorée, c'était la software defined radio. Donc la radio logicielle s'appelle. Où on peut en fait ajuster tout le temps la télécom au fur et à mesure de l'environnement, et donc ça intéressait beaucoup le centre spatial à Paris, pas que à Toulouse. Et puis donc cette expérience a été hyper riche parce que mes collègues étaient tous très ouverts et on avait beaucoup de discussions le midi notamment, très variées. Et puis pendant donc je suis resté 4 ans, et pendant ces 4 ans, donc là c'était à Paris, donc pendant ces 4 mêmes années, j'ai commencé à m'intéresser en fait aux mobilités, au vélo notamment, puisqu'il y a énormément de problématiques de mobilité à Paris. Parce que tu disais aussi que tu as commencé un peu à voyager pour le travail. Alors j'ai voyagé pour le travail, à titre personnel aussi, et je voyais qu'ailleurs c'était fait différemment. J'avais ma belle-sœur aux Pays-Bas, à La Haye. Je voyais bien que c'était organisé différemment. Donc là, c'est vraiment des questions d'organisation, pas forcément des questions techniques et de choix technologiques, mais vraiment Et donc ça m'a plus regarder les usages et l'organisation plutôt que de regarder la technologie. Ça m'a vraiment déjà frappé. Parallèlement. En parallèle. Parallèlement, tu étais à Paris-Ancel. Et donc là, j'ai intégré Paris-Ancel en fait à ce moment-là où je me suis investi à titre bénévole dans un lobby de promotion du vélo. En fait, c'était même pas en fait l'idée c'était de représenter aussi ceux qui auraient aimé qui aimeraient faire du vélo mais qui ne s'en sentaient pas capables dans les conditions actuelles de circulation, notamment à cause des infrastructures qui à l'époque étaient vraiment ridicules. Et donc j'ai discuté avec des urbanistes, et j'ai discuté avec plein de gens au sein de l'asso. C'est une asso, on était 15 en 2016, par là, 2017, je sais plus. Et puis aujourd'hui, il y a plus de 1500 ou 2000 personnes, mais j'ai pas suivi les comptes dernièrement, mais voilà. Donc j'ai rencontré du monde, et c'est aussi l'avantage d'être à Paris, c'est qu'on rencontre beaucoup de monde assez facilement. Et puis là, je me suis vraiment passionné. J'ai lu beaucoup de livres sur mon temps libre. Et puis voilà, au bout de 4 ans, dans mon job très technique, je voyais pas d'autres pans des télécoms qui m'intéressaient autant que pouvait m'intéresser l'urbanisme. Et puis la passion aussi a peut-être un peu pris dessus. Aussi. Et donc c'est à ce moment-là, j'ai essayé j'essaie de me reconvertir, et j'ai fait un peu un qui tout double, c'est-à-dire je tente les entrées en master 2, et puis j'ai été pris à l'école d'urbanisme de Paris.
voilà. Donc je me suis reconverti quelque part. Et là, tu fais une formation de 1 an pour te former à l'urbanisme, un peu aussi à la sociologie des villes. Voilà, en fait, c'est ça l'intérêt de l'urbanisme, c'est que ça croise énormément de thématiques. Aussi bien la sociologie, qui est un pan complètement oublié, je trouve, des études d'ingénieurs. On en reparlera. On en reparlera, ouais. Les usages, justement. L'aspect juridique, l'aspect politique, l'aspect environnemental, justement, la physique, puisqu'il y a énormément de physique sous-jacente, les flux de la ville, le métabolisme. Et puis voilà, tout plein de questions passionnantes donc il faudrait peut-être une vie à chaque fois pour y répondre. On n'a pas ce temps-là, mais oui. Donc voilà, du coup c'est très riche et passionnant. Ok. Et après ça, donc tu as postulé sur des collectivités. Tu nous as dit qu'il y avait des offres. Alors on avait ciblé la Loire-Atlantique et j'ai regardé l'appel à projet de l'ADEME pour cibler celles qui étaient un peu motivées en matière de vélo. J'ai lancé plein de cannes et puis. Et tu te retrouves à Saint-Nazaire. Je me suis retrouvé à Saint-Nazaire grâce à Claire Victoire qui a retenu ma candidature. Ok. Voilà. Ok. Bon, top pour vos présentations. On va rentrer dans le vif du sujet. On voudrait parler, pour commencer, du job quand tu travailles dans la fonction publique et rentrer directement dans le débunkage de clichés et de stéréotypes. Pour nous, étudiants, quand on travaille dans la fonction publique, on se dit tout de suite, ah mince, c'est beaucoup de paperasse administrative. On fait plus forcément le métier comme on l'entend d'ingénieur, moins de technique, plus de paperasse, parce qu'il faut, contenter, c'est sur l'espace public, on a du mal, il y a un peu cette lenteur administrative. Est-ce que c'est avéré ou est-ce que c'est pas? Est-ce que c'est un gros cliché? Est-ce que c'est un gros cliché? Ouais. Je commence. Oui. Non, c'est un gros cliché et je pense surtout les métiers sont tellement divers dans la fonction publique, qu'on soit ingénieur ou pas d'ailleurs. Mais rien qu'en tant qu'ingénieur sortant de 27, on peut être chef de projet numérique, être complètement dans l'innovation et clairement sous des rythmes et des cadences de projet qu'on retrouve dans le privé. On peut être conducteur de travaux, comme dans une grande boîte de BTP finalement. Donc avec là aussi le côté paperasse, je dirais c'est pour des agents plus administratifs. D'accord. Clairement, c'est pas. Il y aura des postes définis pour des gens qui font des. Après, c'est sûr que dans le fonctionnement d'une collectivité, et c'est ça en tout cas que moi je ne connaissais pas, et même avant d'y rentrer, c'est quand même tout le lien aux élus, le fait qu'on est là pour mettre en œuvre une politique qui a été décidée, qui est visée par les élus. On reviendra sur tout le côté politique. Donc ça, on y reviendra. Mais après, il y a rendre compte, c'est un petit peu ce que je disais sur la paperasse. Donc effectivement, selon les métiers qu'on peut faire, on va être au contact des citoyens, des usagers. Et pour rendre compte, effectivement, on n'est plus dans la technique, mais on est dans des aspects plus de concertation, de communication. Donc ça, c'est selon les postes aussi. Mais clairement, aujourd'hui, les collectivités, de plus en plus, ont besoin de renforcer cet aspect-là. Donc il est plus fort. Mais de manière très très concrète, moi aujourd'hui, je fais pas de paperasse. Je m'y retrouve en tant qu'ingénieur technique complètement. J'ai pas l'impression que quelque part que j'ai perdu un peu en niveau technique ou scientifique. Il y a une vraie, alors ça dépend certainement des postes et puis des collectivités, mais il faut voir que dans ces collectivités, il y a aussi tous des aspects stratégiques, il y a beaucoup de partenariats, que ce soit avec des universités, et puis les métropoles, maintenant toutes les collectivités aussi, elles essayent de se placer aussi dans l'innovation. Elles veulent plus que ça reste forcément que l'innovation ça soit quelque chose qui est que au sein des entreprises privées. Elles essayent aussi eux de développer des pôles de compétitivité, des choses comme ça pour créer une émulation aussi. Oui, complètement, avec des structures mixtes publiques-privées en fait, qui sont nombreuses, que ce soit, comme tu disais, des pôles de compétitivité sur des thématiques qui peuvent être plus ou moins techniques. Il y a des filières économiques à animer aussi. En fait, c'est très très varié et je crois que le côté administratif, le cliché pour revenir à ta question initiale,
Forcément, il y a des choses qui roulent moins facilement que dans le privé. Enfin, moi, je prends un exemple très concret. Aujourd'hui encore, pour faire des signatures de courrier ou des choses comme ça, on n'est pas en signature électronique. Donc, c'est des parapheurs avec des fois 10 niveaux hiérarchiques de signature. Donc là, ça c'est plus dans la logistique interne. C'est ça. Ça c'est un peu de lourdeur interne. Mais à côté de ça, le métier, lui, il est quand même, il n'est pas administratif. Et enfin, un projet pour te faire rebondir, Clément, un projet par exemple privé, enfin dans le privé et un projet dans le public, ils avanceraient quasiment à la même vitesse. Moi, je pense que en fait, déjà, on oublie la question de la taille en posant le sujet de cette manière-là. C'est-à-dire que aussi bien qu'on a des entreprises privées de très grande taille ou toutes petites, avec, tu regardes Airbus à Toulouse, avec la structure matricielle qu'ils peuvent avoir, ou Nantes Métropole qui est aussi une grosse structure par rapport à une communauté de communes ou une commune, tout simplement. En fait, dans le public, en fait, il y a aussi énormément de niveaux de diversité, de taille. Voilà. Et donc, tu peux aussi trouver ton bonheur dans une grosse structure, comme tu peux, parce qu'il y a aussi des moyens, des compétences, etc. C'est un peu la problématique d'étudiants qui se posent la question de dire mince, je veux aller dans une PME ou dans une grande entreprise. Elle se posera aussi dans le public. Oui. Et alors, la grosse différence, par contre, entre le public et le privé, c'est qu'on rend des comptes aux élus qui ont été donc élus démocratiquement. Donc c'est pas nous techniciens qui prenons des décisions et voilà, nous notre chef premier lieu c'est les citoyens qui ont voté l'élu et en fait on assiste l'élu techniquement et on monte des projets. Ok. Ouais, bah, du coup un autre cliché c'est un cliché que peut-être moi j'ai peut-être que personne d'autre, mais... ainsi que toi, je me désolidarise de ce que tu vas dire. Non, mais moi, un cliché que j'avais, c'était que quand on travaillait dans la fonction publique, on avait un travail un peu plus stable et que finalement on avait des prises de décision on avait moins de risques en fait à prendre des décisions. Les conséquences étaient moins fâcheuses quand on était dans la fonction publique que quand on était dans le privé, par exemple. Alors je dirais que la pression est différente, elle est très différente. Si je compare à un bureau d'études, la pression client, elle est là, c'est la qualité, le délai du rendu. Donc le coup près il est direct. Dans la fonction publique, effectivement, il n'y a pas ces notions-là. Elles n'y sont pas, mais elles y sont de manière différente parce qu'effectivement, comme tu le disais, c'est les élus au final. Donc, si en gros le travail n'est pas fait correctement, que ce soit dans les délais, ça, les citoyens savent bien rappeler effectivement. C'est la première chose que vous avez dit quand ça traîne, c'est long. Et là, il y a un coup politique en plus, dû quand le travail est mal fait par les techniciens. Derrière, il y a un coup politique. Ok. Vous êtes plus en fait sur le rythme électoral, un petit peu. Plus que sur un rythme directement du projet, du besoin. Il y a deux choses en fait. Il y a des projets qui peuvent s'inscrire indépendamment d'un calendrier électoral parce qu'ils ont été votés à un moment et donc comme ils ont été votés, ils vont se dérouler. Mais en général, les gros projets, il faut qu'ils rentrent tous dans le cadre d'un mandat. Mais là, c'est en plus on est en plein dans la période. Les élections ont lieu il y a à peine un an, même non, elles n'ont pas eu. Ils font tous les travaux avant des élections. Donc après, il y a une grosse année de flottement parce qu'il y a une période préélectorale où effectivement l'équipe en place prend peu de décisions. Donc là, on finit les projets qui sont enclenchés. Bon, au moment en plein dans les élections, là, il se passe pas grand-chose, mais en tant que service, on se prépare en fait. On prépare, on les voit venir les programmes politiques. Donc en général, on essaie de se préparer pour que quand les équipes sont élus, et ben là directement, les élus expliquent leur vision et puis là, nous on est force de proposition pour mettre en œuvre. Ok. Et là juste une aparté, quand on n'est pas d'accord vis-à-vis de ce qui se fait, c'est dur de travailler quand même sur les projets qui nous tiennent pas forcément à cœur. On n'est pas censé juger. Effectivement, en tant qu'agent public, on met en œuvre la politique qui est décidée, quel que soit notre avis dessus. Après, de manière très concrète, moi, je me suis pas retrouvée dans ces situations-là. Donc, vraiment, j'aurais eu des choses à mettre en œuvre qui allaient vraiment à l'encontre de ce que je pouvais penser. Parfois, il peut y avoir des petits points de divergence. Oui, mais ça, partout, comme partout. Moi, ça fait trop peu de temps pour donc je l'ai pas vécu, mais après, je sais que dans notre façon d'analyser les situations,
et dans les stratégies qu'on propose et les scénarios qu'on propose, on oriente déjà les choix en fait. On a déjà un pouvoir là-dessus en fait. Ok. Top. Allez, pour rentrer dans le concret, pour dire ce que vous faites vraiment dans votre métier, est-ce que vous pouvez nous dire réellement, donc vous nous avez dit que vous avez tous les deux une partie technique, en quoi elle consiste, toi qui es chef de projet ENR, est-ce que tu regardes comment on peut faire des implantations d'éoliennes, ça consiste en quoi ton travail? C'est très très varié en fait. Alors je fais pas d'études, ça très clairement. J'accompagne en fait beaucoup de porteurs de projets, donc que ce soit d'ailleurs des collectifs de citoyens, des grosses entreprises, des plus petites, des SEM, donc qui sont des sociétés d'économie mixte, donc qui sont en fait en partie publique, en partie privée. Je les accompagne pour trouver du foncier sur le territoire. Parfois c'est elles qui viennent en me disant on a repéré tel terrain qui appartient à une métropole, est-ce qu'on peut faire une centrale solaire dessus ou pas? Et moi en fait je fais beaucoup de gestion de projet et c'est un métier qui est très transversal puisqu'il faut que j'appelle mes collègues qui gèrent ce foncier, qui sont en urbanisme, qui en fait j'ai toute une chaîne, la commande publique, le juridique, le financier, en fait voilà, et après on monte des projets comme ça. Et ça reste classé dans du technique, même si finalement, vous voyez, quand je le décris, en fait, je suis plus du tout dans le technique. Mais ça peut m'arriver ponctuellement de faire en fait des études, on commande des études où là, le regard technique, il est quand même toujours important parce que même si on s'appuie sur des prestataires qui ont ces compétences, c'est bien d'avoir un regard critique dessus aussi. Oui, tout à fait. Moi, je rebondis. Donc on donne souvent notre avis, on analyse en fait les retours des bureaux d'études, donc ça demande aussi un niveau d'expertise sur le domaine. Après, nous on fait aussi pas mal de stratégies, donc on recoupe énormément de données. Toi, tu nous as dit que tu étais aussi cartographe, enfin tu cartographiais et tu regardais tous les flux en sortant pour positionner le mieux possible la piste cyclable. Quand on fait une stratégie sur un plan vélo par exemple, on fait que zoomer, dézoomer, donc on regarde à l'échelle de l'agglomération déjà comment en fait il faut regrouper à la fois les volumes de trafic avec les vitesses pratiquées, donc pas seulement les vitesses les vitesses en vitesse, parce que ça va orienter des aménagements. Pour mettre des radars pour les vélos, c'est ça? Et puis après, on se base sur toute la doctrine nationale et en fait toutes les recherches techniques du CEREMA, qui sont toujours très intéressantes et sourcées, même si elles évoluent au cours du temps. Là, en matière de vélo, ça bouge beaucoup en ce moment. Le référentiel est en train de bouger et c'est assez stimulant de voir qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais se dire qu'on est sur la bonne voie, ça bouge. Donc toi, pour résumer un peu, il y a tout un côté un peu big data dans ce que tu fais aussi. Ouais, c'est un grand mot, hein. Bien sûr. Mais c'est pour mettre dans des cases. On va pas acheter, quoi qu'on pourrait, ce serait peut-être même très intéressant d'acheter plusieurs journées de données Google plutôt que de faire par exemple des grandes enquêtes, déplacements grand territoire comme celle qu'il y a eu en 2015, qui coûtent énormément d'argent et qui mettent un temps fou à être réalisées, puisque c'est des enquêtes ménage, donc faut aller faire plein d'entretiens. Potentiellement réutiliser des données alors quelles sont, après je sais pas si on aurait le droit, je sais pas si Google souhaite vendre ces données ou Waze, d'ailleurs Waze, je crois que c'est Google. C'est des problèmes. Mais en tous les cas, ça c'est du big data, c'est-à-dire que là c'est vraiment énormément de données par utilisateur et on regroupe et on fait des stats, etc. Là, nous on n'en est pas à ce stade-là. On essaie d'avoir des données qui recoupent déjà tout le territoire et puis après on recoupe pour essayer justement d'orienter la stratégie où est-ce que c'est plus prioritaire d'aller, etc. Ok. Et moi, il y avait un autre aspect de votre job que je trouvais super, c'est en fait vous discutez avec beaucoup d'acteurs différents et du coup tu parlais que l'ingénieur manquait un manque d'apprentissage en sociologie. Ah oui, alors là c'est pas par rapport aux acteurs qu'on rencontre sur le terrain, c'est plutôt dans la prise en compte des usages et dans la prise en compte des différentes des différents corps sociaux. Oui, savoir un peu qu'on peut travailler avec des politiques. Oui, mais les locaux, Non, mais même simplement dans les modes de vie. Enfin, on a des modes de vie différents en fonction des
quelle classe, bien sûr. Oui, bien sûr. De où on habite, etc. Nous-mêmes, on est des clichés dans la classe sociale à laquelle on appartient, etc. Donc c'est toujours bon de le prendre en compte dans les usages pour n'oublier personne. Ouais. Et donc je pense que, et puis prendre en compte les usages de manière générale, si on pense que technologie, imposer une technologie, ça va aussi modifier l'usage derrière, puisque quand on utilise chacun un téléphone, potentiellement on va passer moins de temps, j'en sais rien, je dis ça comme ça, on passe moins de temps à parler de vive voix avec d'autres gens puisqu'on est sur l'écran ou sur le téléphone, machin, où on va changer notre façon de programmer les choses, ou je sais pas, quand on voyage, on était avant sur des cartes papier, du coup on s'imprégnait peut-être un peu plus de la carte, j'en sais rien. Bref, je dis ça au plus. Ces côtés sociaux, ça peut permettre que le produit, enfin ce que tu conçois, il soit mieux adapté à ton environnement, qu'il soit humain ou même. En fait, je pense qu'il y a vraiment c'est imbriqué quoi, la technologie et les usages sont imbriqués, et qui ne penser que technologie sans penser usage, c'est passer à côté de quelque chose. C'est vouloir faire rentrer de force. Et de la même manière, quand on regarde, en fait, la technologie égale, on pourrait avoir deux usages complètement différents en fonction de l'organisation de la société. Et à l'inverse, à deux usages différents, tu peux aussi prendre des technologies différentes et du coup avoir une organisation différente. Ok. Voilà. C'est vrai que ce que tu dis, je trouve très intéressant parce que ça reflète bien ce qui se passe dans les collectivités qui aujourd'hui, pour la plupart, ont bien compris l'urgence climatique et cherchent à faire de la transition quand même sur les territoires. Et comment faire transition quand effectivement on tient pas compte des gens, qui ils sont, comment est-ce qu'ils font, enfin quels usages ils ont, comment est-ce qu'ils le font, et qu'on essaie de faire les transitions, qu'elles soient vers le vélo, qu'elles soient comme moi ce qui peut me concerner plus, les économies d'énergie, et je te rejoins, c'est vrai que la sociologie, dans les études, pas du tout vu, mais même encore dans le métier, finalement, on voit que ça vient pas, en fait, c'est encore trop. Vous avez des formations à propos de ça ou pas? Enfin, on vous essaie de vous former. Toi, tu as fait l'école du marine, certes, mais même dans ton métier, quand tu ressens un besoin, tu peux être formé à ce sujet-là. Oui, alors ça, c'est peut-être un atout de la fonction publique. Et effectivement, il y a quand même un accès facile à la formation. Okay. Il y a un organisme qui s'appelle le CNFPT qui permet, en fait, les collectivités cotisent à cet organisme et ensuite les agents gratuitement peuvent se former. Okay. Alors il faut quand même que les formations soient acceptées, mais et là il y a beaucoup de choses. Et d'ailleurs là aussi on voit que ça a changé, et je pense qu'effectivement il y a peut-être des choses notamment sur la sociologie, et j'avoue que j'ai pas regardé. Voilà, on en parle. Voilà, c'est bon. En rentrant. Ok, bah top. Un autre point qu'on voudrait aborder maintenant, c'est il y a toute une partie, enfin pour aller dans la fonction publique, on se dit aussi encore peut-être une fois un cliché, mais il faut avoir cette vocation pour l'intérêt général, pour le bien commun, tout ça. Est-ce que vous, ça a été le cas? Est-ce que la quête de sens dans votre travail, c'était quelque chose qui était nécessaire pour vous? Puis à quel moment vous avez ressenti, on va dire, cette fibre publique? Je commence. Allez, pas de politesse. Non, alors moi, je me destinais pas du tout à être fonctionnaire, même si j'ai des parents qui sont, il y a beaucoup de monde dans ma famille dans l'éducation nationale, mais même l'éducation nationale, je m'y voyais pas du tout. La fonction publique territoriale, je connaissais même pas ce que c'était. Donc non, pour moi, il n'y avait pas du tout de vocation première. Clairement, de mon côté, je souhaitais un métier qui avait du sens, mais en lien avec mes valeurs. Notamment lié au climat et à tout ce qui se passe autour. Mais on va dire la fonction publique, elle est arrivée après, en fait, au fur et à mesure de mon parcours. Comme je le disais, il y avait un petit peu cette expérience chez Indigo en faisant de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. J'ai côtoyé beaucoup de collectivités de tailles différentes et tout ça. J'ai trouvé que c'était quand même très intéressant. Puis après, il y a eu une opportunité, mais c'est l'opportunité, en fait, qui a fait que j'y suis allée. Après, je soupçonnais pas tout ce qu'il y avait derrière non plus, l'histoire de concours et tout ça. Je sais pas si on avait prévu qu'on en parle, mais je pense que ça vaut le coup quand même d'en parler. Oui, parce qu'il faut refaire encore un concours pour rentrer en plus. Oui, ou rentrer en contractuel. Moi, je suis en contractuel. Okay. J'ai pas le concours, donc j'ai une équivalence, mais puis c'est des contrats précaires. Enfin, c'est des CDD d'une durée. Oui. Ça c'est très variable. Hein. Aujourd'hui, moi, c'est pas très long.
Et donc, vaut mieux faire le concours et le passer. Donc là, pour qu'on explique ce que c'est en sortie d'école, ou même même n'importe quand dans ta vie professionnelle, tu dois passer quand même un concours pour être pris, pour être agent territorial. Et il y a plusieurs grades d'ingénieur. Je crois qu'il y en a 4 pour. Alors en fait peut-être pour parce que moi j'ai tout découvert. Hein. Ouais, Quand j'ai postulé, comme toi en fait le poste c'était un poste permanent. Donc déjà ça c'est différent si c'est un poste permanent. C'est dire CDI ou CDD quoi, c'est ça. C'est un petit peu ça. Ouais. Mais sur un poste permanent, quand on n'a pas le concours, on peut être recruté en tant que contractuel. Moi ça a été mon cas aussi quand je suis arrivée. Et donc moi j'avais un CDD de 3 ans par exemple, et je m'étais engagée dans ces 3 années à passer le concours. Je savais pas trop à quoi je m'exposais, mais j'allais le passer. Je sais pas si je l'aurais, mais en tout cas, je savais que si je l'avais, ce concours, je serais titularisée sur mon poste. Et là, je deviens officiellement titulaire de la fonction publique territoriale. Okay. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé le concours, je l'ai eu, donc j'ai été titularisée. Alors, on fait 1 année de stage, ça s'appelle une stagiairisation. Donc pendant 1 an, quel que soit l'âge, hein, on devient stagiaire. Okay. Et ensuite, on est officiellement titularisé sur son poste. Et là, on a un petit peu le statut que tout le monde voit. Mais en fait, on n'est pas si nombreux que ça à l'avoir, ce statut-là, parce que de plus en plus dans les collectivités, il y a des contrats beaucoup plus précaires, avec des contractuels, parfois que sur 1 an, sur 6 mois. Et le concours... là, comme ça, moi qui suis encore étudiant, ça consiste en quoi? On refait des maths? Non, en fait, le concours d'ingénieur, et c'est là qu'on comprend ce que va être la fonction publique aussi, il n'y a absolument rien de technique ni de scientifique, il n'y a pas de maths, il n'y a pas de sciences, alors là, la grosse difficulté, pour moi, c'était de reprendre un crayon et de faire 6 heures de disserte, hein, en gros. C'est des notes de synthèse sur des sujets, alors on choisit des dominantes quand même, plus ou moins techniques, notes de synthèse, et puis ensuite, une expression libre, enfin sur un sujet. Donc ça c'est l'épreuve écrite qui dure je sais plus 4 ou 6 heures, quelque chose comme ça, qui est du coup quand même ça vaut le coup de se préparer parce que il faut avoir une bonne culture générale en fait. Et ensuite il y a un oral et là c'est pareil, il faut réviser en fait ces élections, le type d'élection, les durées de mandat, d'accord. Enfin vraiment ils se disent quand tu vas rentrer dans l'institution, il faut que tu comprennes tous les rouages de l'institution. Okay. Et puis en plus des aspects techniques quand même, et puis de management. Dès en fait le concours d'ingénieur, il intègre dès le début beaucoup d'aspects managériaux parce qu'en tant qu'ingénieur territorial, un des premiers postes possibles, c'est directeur ou directrice des services techniques. Et dans ce cas-là, il y a du monde à encadrer, même potentiellement sortant d'école. Ok. Il y a peut-être aussi une partie spécifique des collectivités territoriales sur la partie administrative, notamment sur les 3 devis, sur les contrats particuliers. Oui, marché public en fait. Marché public, voilà. Oui, ça doit y avoir. Après, voilà, c'est un petit peu, mais c'est un peu la culture générale collectivité. Ok. Et maintenant pour en revenir vraiment à la vocation, tout ça. Pour vous, c'est quoi là, vous nous avez dit, toi, t'as travaillé Marjolaine, t'as travaillé chez Indigo. Tu cherchais cette quête de sens un peu, que ton travail fit avec tes valeurs. Et toi, Clément, pareil, ta passion pour le vélo, ton urbanisme, l'urbanisme et tout, ça t'a vraiment intéressé. Mais maintenant, on parle souvent des grands mots, vocation, intérêt général, mais c'est quoi concrètement pour vous? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Ça se dit. Moi, je sais pas, mais déjà l'idée de voir concrètement le résultat de ton travail dans la rue et de voir des gens utiliser la piste cyclable, quoi. Ça ou autre chose en fait. Ouais, bien sûr. Mais améliorer au quotidien l'espace public. Moi, et puis en fait, l'espace public, c'est énormément lié à la qualité de vie. Moi, ça part comme ça, c'est-à-dire que tu peux faire un espace public en autoroute urbaine très minéral, pas du tout humain en fait, qui prend pas du tout en compte l'échelle humaine en fait. Et tout comme tu peux le rendre beaucoup plus attirant, agréable, bien sûr. Agréable, donc même sûr, durable, sain, tu vois, prendre toutes les. Bien sûr. Et donc en fait je reviens complètement sur la partie curiosité et prendre énormément de choses en compte, c'est hyper important. Ok. Effectivement, je me retrouve bien dans ce que tu dis aussi. Moi, c'est plutôt sur des aspects de ressources, c'est-à-dire qu'on partage une ville, un territoire, et
que ce soit sur l'espace public ou que ce soit sur les ressources énergétiques, c'est comment est-ce qu'on les partage, comment on fait en sorte que tout le monde puisse avoir accès à de l'énergie verte, et comment est-ce qu'on a envie de le projeter, ce territoire, en fait, parce que c'est de la planification beaucoup. Alors, ça aussi, c'est certainement très collectivité, mais on parle en permanence de 2030-2050. On est toujours en train de préparer les choses pour 10, 20, 30 ans. Sur du moyen terme, quoi. Mais c'est important parce que la ville, on refait pas des réseaux d'eau, ou de... Il faut que ça dure dans le temps. Oui. Voilà. Ça, c'est peut-être, du coup, pour revenir avec la différence par rapport aux entreprises, c'est que la vision est plus long terme. Enfin, j'ai envie de dire, alors... T'essayes pas de vendre un produit forcément. C'est pas forcément vrai parce que les élections durent quand même que 5 ans, mais dans la projection, les projections se font quand même à une échelle un peu plus lointaine. Okay. Donc, je pense que une des principales différences entre l'administration publique aussi et les entreprises, c'est que certes ça met plus de temps, mais l'impact est quand même c'est plus important, c'est réfléchi, quoi. Ça sort pas de nulle part. Donc et quand on le fait, on veut que ça tienne et on veut que ça soit efficace. Ok. Alors, une autre question à propos de tout ça, à propos de cette vocation et voilà, de cette quête de sens. Est-ce que pour la mettre en œuvre dans votre vie, est-ce que vous avez dû sacrifier, c'est peut-être un grand mot, mais faire des concessions et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment un sacrifice de rentrer dans la fonction publique? Je pense par exemple à 2 points. Déjà, il faut peut-être se former et se former autrement parce qu'on n'est pas on fit pas parfaitement avec le job dans le public, et le gros cliché aussi, c'est la baisse de salaire. Ça fait rire. Oui, alors non, sacrifier. En fait, d'abord, je crois, en tout cas, en ce qui me concerne, pour travailler, pour avoir un métier qui collait bien à mes valeurs, c'était pas forcément la fonction publique, parce que heureusement qu'il n'y a pas que l'administration qui porte l'intérêt général. Je pense que quand même, il y a peu de gens qui se disent, moi je fais un job, c'est que pour moi, ça va pas du tout. En tout cas, tout le monde en est intimement convaincu. Après, on partage pas forcément la même vision. Ça, c'est encore autre chose. Mais du coup, pour moi, la fonction publique, elle tombe bien parce qu'elle conjuguait 2 choses. Et effectivement, c'est super intéressant, l'intérêt général. Et puis moi, j'avais mes propres valeurs qui m'amenaient, en fait, peuvent m'amener à différents endroits. Donc, moi, je la prends pas du tout comme un sacrifice, cette fonction publique. Pour moi, personnellement, ça a été une aubaine parce que, allez, on va rentrer dans les vrais sujets, hein. Alors, avant de parler salaire, moi, je vais parler congé. Parce que pour moi, c'était aussi, j'ai toujours recherché un bon équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle. Et donc, j'ai toujours analysé mes différents boulots au salaire journalier et pas à l'année, parce qu'en fait, tout dépend du nombre de jours de congé. C'est vraiment important. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais oui. Mais oui, c'est important. Puis après, moi, j'ai des enfants maintenant, donc voilà, ça fait pas vraiment partie de l'équilibre. Tu cherchais aussi un cadre de vie, quoi. Oui, voilà, je cherchais un bon équilibre et en fait la fonction publique, alors je sais pas pour toi, mais moi en l'occurrence, je vais donner les chiffres, hein, mais allez, on rentre dans le dur, ça m'intéresse. Un jour de congé, si je me trompe pas, il y a 33 jours de congé payés, donc 25 jours c'est le seuil légal, hein, donc ce que la plupart des ingénieurs ont dans leur job. Et en plus 24 jours de RTT. Okay. Donc en fait c'est très très confortable. En fait la difficulté c'est que effectivement le cliché c'est que malgré tout on a du boulot et qu'il faut arriver à les poser ces jours-là. Donc après on en épargne un peu tout ça. Mais ça c'est un vrai avantage. Donc pour moi c'était loin d'être un sacrifice, bien au contraire. Du coup, ça c'était un peu cet équilibre entre salaire et congé qui se jouait, quoi. En fait, moi très clairement, quand j'ai changé pour la fonction publique territoriale, j'ai gagné un petit peu plus qu'avant sur ma journée de travail. Je sais pas si on a le droit de le dire. Tu peux le dire, ok. Tu nous as dit que tu étais dans un bureau d'études à Paris, dans le bâtiment, tout ça, une grosse entreprise. Tu gagnais 40 000 euros par an, et t'as fait le choix quand même, parce que tu voulais pour ces valeurs, d'aller chez Indigo, un bureau d'études un peu plus petit, et de retomber à 24 000. Oui. Ouais, effectivement. Oui.
Voilà, c'est tout, mais ça montre quand même que voilà, tu faisais, enfin, ta priorité c'était aussi, comme tu dis, certes ton cadre de vie, mais aussi enfin, toute ça, cette vocation, l'intérêt commun. Oui, mais parce qu'après, alors ça restait un début de carrière aussi, quand même, les salaires à Paris s'envolent très très vite, et il faut quand même le dire, je sais pas si c'est toujours le cas, mais enfin c'était quand même le cas moi à ce moment-là, 2006, 2007, enfin, et puis les ingénieurs, les boîtes essayaient de les garder quand même, les jeunes au début, pour justement essayer d'éviter le turnover, qui est aussi un vrai sujet, donc... et après, à Nantes, il y avait le double effet. Il y avait changement de structure et puis Paris-Province. Donc, effectivement, mais moi, c'était un vrai choix que j'ai fait. Ouais. Après, chez Indigo, le salaire, voilà, comme dans toute boîte, a réaugmenté. Mais au moment où j'ai quitté Indigo pendant le métropole, effectivement, je gagne plus. Enfin, j'y gagnais financièrement à passer à la métropole. Après, il faut avoir un truc en tête quand même. Quand on a commencé à travailler dans le privé et qu'on passe dans le public, le salaire dans le public, il est quasiment directement proportionnel aux années d'ancienneté. Ça c'est un sujet aussi, tu parlais de grille ouverte et toi tu parlais de statut APC. Alors en fait t'as la catégorie qui correspond, en fait t'as une grille qui codifie le salaire en fonction de ta catégorie et de ton ancienneté. Tout le monde y a accès, donc et d'un indice. Okay. Et un indice qui est potentiellement variable entre plusieurs collectivités, si j'ai bien compris. Oui, et puis des primes en fait. Parce que pour rester attractif pour des ingénieurs, justement sur un peu nos profils, les collectivités rajoutent des primes. Une prime ingénieur, ça s'appelle typiquement, ce qui fait qu'en fait le salaire il devient compétitif. D'accord. Mais comme je disais, en fait ce qui est compliqué, je pense que le changement privé-public au niveau salaire, plus il se fait tôt dans la carrière, mieux il se passe. Parce que les années d'ancienneté du privé, alors avant elles n'étaient pas du tout reprises, maintenant elles sont reprises à moitié. C'est-à-dire que si on a passé 8 ans dans le privé, on entrait dans la fonction publique, et ben on rentre dans la fonction publique avec 4 ans d'ancienneté, donc un salaire qui équivaut à comme si on était là depuis 4 ans. Donc plus du coup on tape pour rentrer dedans, plus l'écart de salaire risque d'être trop fort. Faut pas se lancer, Et alors, juste pour rebondir, au téléphone, tu nous as dit, Marjolaine, et c'était intéressant, que toi tu considérais, et j'aimerais bien Clément que tu réagisses sur ça, que c'était intéressant pour toi d'avoir fait toute cette expérience en bureau d'études, de se former, toute la technique qu'il y avait derrière, et que tu conseillerais pas, tu conseilles donc de faire un peu avant du privé, des bureaux d'études, etc., avant de rentrer dans le public, parce que c'est très formateur. Et ça, moi, j'aimerais bien que tu réagisses sur ça. Ouais, alors disons que j'ai eu deux domaines quand même d'expertise différents. Donc pour parler des télécoms, complètement, je pense que le boulot que je faisais, il était très technique et j'aurais peut-être pu rentrer dans une collectivité et me servir de cette expertise-là. Après, sur la partie vélo, en fait, moi je me suis formé à titre bénévole via l'asso Paris Ancel, où on se renseignait, on lisait énormément toute la littérature scientifique française et étrangère. Donc par exemple sur l'aménagement des aménagements cyclables, par exemple il y a des guides très bien faits aux Pays-Bas, par exemple, et nous-mêmes avons sorti un guide des aménagements cyclables parce que le CEREMA était selon nous trop en retard par rapport à ce qui se faisait dans les meilleures pratiques, on va dire, dans le monde. Et ce guide-là a fait mouche. Oui, tu nous parlais d'Ouzbékistan, de tout ça, alors, au téléphone. Mais... donc il a fait mouche j'ai l'impression en tous les cas que la nouvelle doctrine du CEREMA s'en est inspirée en tout cas. Mais nous, on n'a rien inventé, on a juste traduit ce qui se faisait aux Pays-Bas. Et donc peut-être que eux maintenant s'inspirent aussi de ça. Et donc en fait, cette expérience, en fait, il y a aussi ça que je voudrais dire, c'est que le travail, le temps qu'on passe à côté du travail est potentiellement aussi très formateur. Ouais. Et faut pas aussi l'oublier quand on parle, tu vois, quand je sais pas si lire des articles, t'intéresser à plein de sujets, même sur la culture générale dont tu parlais tout à l'heure, c'est hyper important en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui différencie deux candidats, mais au même poste, qui auraient exactement les mêmes études, la même expérience, savoir ce qu'il fait à côté et qu'est-ce qu'il connaît, ce sur quoi il s'est intéressé, etc. D'accord. C'est hyper important. Ouais.
Et moi, pour revenir au salaire, quand vous avez parlé de grille ouverte, du coup, ça veut dire que c'est transparent, en fait, tout le monde peut voir le salaire de l'autre. Genre Michel qui gagne... Non, parce Michel pour ne citer que lui. Je sais pas. Non, on connaît la grille. La grille, elle est ouverte. Ok. Tout le monde peut la voir. Par contre, et donc on sait à quelle case on correspond. Mais on sait pas à quelle case correspond le collègue. D'accord. Donc on ne peut pas connaître son salaire. Ok, d'accord. Et puis, enfin, en tout cas, vraiment, en métropole, hein, il y a des, comme je disais, c'est par des jeux de primes, et celles-là qui sont pas Ok, d'accord. Et, okay. Et enfin, nous, on se disait bêtement, grille ouverte, transparence, tout ça. Est-ce que, grâce à la grille ouverte, il y a un salaire homme-femme qui sont égaux ou pas? Alors, là, moi, en fait, c'est pas ce que j'appelle un système de grille ouverte. Il y a deux grilles. Il y a des indices, et après, de toute façon, les collectivités, là-dessus, sur les égalités femmes-hommes, elles sont obligées d'être c'est la tête super carrées, donc effectivement, enfin, à grade équivalent, ça c'est sûr, c'est les mêmes salaires. Okay. Mais après, c'est quelle représentativité des femmes dans le poste de direction générale, et c'est là en fait que ça se joue. Mais sur les questions de grille ouverte, là, typiquement chez Indigo, il y avait ce qui s'appelle vraiment une grille ouverte, c'est-à-dire que chaque année, après les entretiens annuels et les augmentations, on recevait la liste de tous les salariés du bureau d'études avec les salaires de chacun. Ok. Et là, on voit parce qu'il y avait des engagements d'écart maximum entre le plus bas et le plus haut salaire, et donc effectivement, on voyait. Et ça posait pas de problème, ça, jalousie ou de. Ça a toujours été comme ça, donc moi, c'est intéressant comme système. Ça a des avantages et des inconvénients parce que finalement, on arrive moins à négocier sa particularité pour être augmenté, mais ça permet typiquement pour les salaires les plus bas de les remonter et puis de plafonner les salaires des dirigeants aussi. Donc, je dirais avantages et inconvénients. Ok. Ça marche. Alors, vous nous avez parlé un peu que vous arriviez un peu à trouver l'équilibre entre vos salaires et vos convictions, ce qui vous motive aussi, ça vous fait lever le matin. Donc, j'avais l'impression que vous avez trouvé votre équilibre entre du coup salaire et convictions. Mais est-ce que vous seriez prêt à revenir dans le privé s'il y aurait par exemple un conflit avec même si c'est un conflit avec vos convictions et pour X ou Y raison, je sais pas. C'est quelque chose que vous pouvez envisager. Pour interrogation. Je t'avoue que, à titre personnel, je trouve que j'ai vraiment gagné en fait en qualité de vie. Ok. Et j'aurais du mal à revenir en arrière. Après, oui, effectivement, une circonstance de la vie, je sais pas, aider quelqu'un à rembourser je ne sais quoi, ou qui ferait que j'aurais besoin d'argent là tout de suite maintenant, et encore je sais même pas si étant donné la reconversion professionnelle, c'est aussi un choix, c'est-à-dire que quand on se lance là-dedans, c'est-à-dire qu'on fait un peu une croix sur ce qui s'est passé, quoi. Bien sûr. Même si on est toujours riche de tout cet enseignement-là, hein, je dis pas, mais revenir sur un job technique après l'avoir quitté pendant X années, c'est compliqué, je pense. Et je sais pas si on voudrait non plus sachant qu'aussi que si on l'a quitté, c'est-à-dire que on en avait potentiellement marre. Ouais. Donc on n'est pas forcément très motivé à revenir sur un poste équivalent. Donc au-delà de notre volonté intrinsèque, il y a d'autres facteurs qui pourraient potentiellement nous en empêcher un truc. Après, en fait, je m'interdis rien. Okay. On verra bien, quoi. Ouais. Toi, Marjorie, moi, je me laisse toutes les portes ouvertes. C'est-à-dire que un retour dans le privé, oui, serait tout à fait possible pour moi. Même en étant titulaire, la fonction publique permet, via des détachements, des disponibilités, en fait, de garder le statut et de pouvoir quand même, alors sous accord de la collectivité, mais aller travailler, retourner travailler dans le privé. Donc, pour moi, oui, ça, c'est quelque chose que je pourrais refaire. Après, c'est vrai que il y a des questions. Je sais pas si je serais capable de retourner travailler en bureau d'études avec le rythme quand même qu'il y avait. Il faut bien le dire, la pression, voilà. C'est des choses que vous avez perdues et que vous voulez pas forcément retrouver. Il y avait quand même, c'est tard et c'est les gros points noirs qui vous feraient pas. Alors revenir. Moi, j'avais pas ce problème-là. J'étais en recherche et développement. J'étais vraiment sur des problématiques hyper techniques. Je faisais le job
du mieux que je pouvais, si tu veux, mais j'avais pas un client pour lequel il fallait que le lendemain ce soit prêt. Okay. Si on avait des études pour le centre spatial comme je disais tout à l'heure, mais on avait du temps pour les préparer et ça se passait bien. Donc on n'était pas particulièrement du coup en stress par rapport à ça. Et peut-être aussi que le stress c'était mes dirigeants qui l'avaient à ma place et qui du coup temporisaient aussi. Et du coup merci à eux si c'était le cas parce que ça a bien marché. Enfin moi je me suis pas senti particulièrement stressé, même si je suis consciencieux donc j'essayais de bien faire mon job. Voilà. Okay. Donc voilà, je dirais pas que moi c'est pas du tout ce côté-là en tous les cas qui me gêne. Ok. Je vous propose qu'on fasse une petite pause entre deux sujets. Qui veut tirer la petite question et puis la pose à l'autre et vous y répondez tous les deux. Ah, je la pose à l'autre. Ok. C'est vrai. Il était. Alors, ton conjoint part s'installer à Dunkerque pour le travail, tu le suis à tout prix. Pourquoi Dunkerque? Je sais pas. Une ville. Non, tu pas nul. On remercie quand même les Dunkerquois, mais. C'est une situation qu'on a vécue avec mon conjoint quand on est venu à Nantes de toute façon. Donc non, enfin, je dirais, il va pas partir à Dunkerque. C'est-à-dire soit on choisit d'y aller, soit on choisit de pas y aller. Okay. Enfin, ça reste c'est un mutuel. choix, Oui, c'est un bien choix sûr. de couple et de famille. Donc, si vous arrivez à partir à Dunkerque, s'il y en a un qui trouve le job de ses rêves, oui, c'est très sérieux quand je dis Dunkerque. Est-ce que toi, par exemple, Marjolaine, si jamais tu arrives pas à trouver un travail qui marcherait, qui convient au niveau de tes convictions, est-ce que tu partirais quand même Ah oui. En fait, moi, je suis assez optimiste dans la vie. Et donc, j'ai toujours réussi à trouver le job que je voulais. Et donc, je me dis que tôt ou tard, voilà, c'est ce qui s'est passé quand on est venu à Nantes. On est venu à Nantes, mon conjoint avait été muté. Et puis, moi, en un mois ou deux, j'ai trouvé mon job chez Indigo et qui est en plus, comme je l'ai dit, une boîte que je visais depuis longtemps. Donc, c'est un peu aussi la chance de l'ingénieur, c'est que on peut faire beaucoup de travail, le panel de possibilités quand même. Et même pour reprendre ses études, c'est beaucoup plus facile. Ouais. C'est-à-dire que t'as un diplôme d'ingénieur, déjà, par exemple, pour reprendre un master 2, moi je parle en tous les cas, j'avais suffisamment de crédit CTS, je sais pas comment ça s'appelle maintenant. Ouais, c'est toujours CTS, pour au moins, j'avais les prérequis. Après, il faut passer le concours, mais j'avais le prérequis. Donc déjà, c'est très confortable. Et puis après, dans le dossier, c'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'on sait que tu as une capacité. Tu repars pas non plus complètement à zéro dans ta formation. Ouais. Après, ça dépend ce que tu veux, sur quoi tu veux aller. Bien sûr. Il y a des grands écarts. Mais tu peux directement postuler sur un master, un master 2 même, je pense. Ok. Et donc toi, tu serais prêt à aller à Dunkerque moi, je connais pas Dunkerque. Roubaix, c'est pareil. J'irais bien pour le carnaval. Ok. Et puis, juste pour le carnaval, après. Non, après, je sais pas, j'aime bien le Nord, j'aime bien les Flandres. Je trouve que c'est très dépaysant. Ok. D'accord. D'accord. J'aime bien Lille. C'était une mauvaise question. Il vient de Lille, notre invité. Merci à la régie. Et après, un peu pareil. Je pense qu'on peut réussir toujours à se débrouiller, quoi. Okay. Quitte à se reconvertir. C'est pas une fatalité donc de voir. Non, mais c'est vrai qu'on a une chance énorme, je trouve. Puis quand on sort d'une école comme l'ENSET, qui est généraliste quand même, malgré tout, la diversité des métiers, des secteurs où on peut travailler, faut la saisir, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Le poste permet, le diplôme et tout permet quand même cette souplesse. Ok. Mais on peut passer peut-être à la dernière partie. Moi, je lui pose pas une question. Non, juste une question. Du coup, la dernière partie qu'on voudrait dont on voudrait parler, c'est l'impact. D'ailleurs, ce qui est le plus important pour interrogation de l'ingénieur dans la fonction publique. Est-ce que l'ingénieur vraiment, il y a une plus-value à être ingénieur dans la fonction publique? Tu nous parlais, Clément, au téléphone d'entrisme, par exemple. Donc l'entrisme, pour dire ce que c'est rentrer dans l'institution pour changer les choses de l'intérieur. Est-ce qu'il y a cette notion-là quand on rentre dans la fonction publique?
moi clairement oui. Enfin, ça faisait partie de mes motivations. Mais c'est aussi pour travailler pour le bien commun. Enfin, de manière générale, en fait, c'est juste que là, t'as un petit pouvoir, comme je disais tout à l'heure, c'est sur comment tu présentes les éléments. Sans parler forcément du bien commun, est-ce qu'il y a aussi une prise de décision plus importante? Enfin, est-ce que tu as plus d'impact sur les décisions qui se prennent sur les décisions politiques? Politiques aussi, par exemple. Après, je sais pas, dans le privé, il y a moyen de faire du lobbying. Bien sûr. Politiquement, je veux dire, il y a d'autres façons, il y a des façons d'agir. Mais c'est pas forcément toi, ingénieur, qui va le faire, c'est plus l'entreprise, l'entité. Alors après, sur la question de l'ingénieur, je pense qu'il y a des biais quand on est ingénieur. Celui justement tout à l'heure j'en parlais, de la sociologie, de la prise en compte des usages. Par exemple, tu parlais dans ton stage à Montréal des maisons équipées. Ça avait l'air d'être des maisons très technologiques. Et potentiellement, est-ce qu'il n'y a pas des alternatives où il n'y aurait pas besoin d'autant de technologie, mais simplement qui prendraient en compte des usages plus éco-friendly? Plutôt que de miser sur la technologie, mais miser sur les usages. Tu parlais la dichotomie. Tu parlais au téléphone, par exemple, des low-tech, c'est un peu ça. Sur les low-tech, c'est un peu la démarche. En fait, c'est faire preuve de discernement technologique. Ok. Et voilà. Je pense que ça résume bien l'histoire, c'est que on choisit les technologies de manière à ce que. Alors, il y a une série de contraintes dans le cadre des low-tech, mais bon, si on met de côté les low-tech, je pense que en fait la technologie en soi elle est ambivalente, elle est pas bien, elle est pas mal, elle est bien et mal. C'est-à-dire que et donc après c'est des choix effectivement de société, politique, etc. de ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on organise la société. Et est-ce que c'était une nécessité pour toi, Marjolaine, de pouvoir se sentir un peu plus importante dans la prise de décision? Est-ce que aussi l'ingénieur il est sur un piédestal dans la fonction publique, dans le sens où il est vu comme un expert aux yeux des élus? Alors ça, on peut en parler longtemps, parce que c'est vrai que je pense que c'est très variable. Parce qu'on a des élus experts aussi, parfois, qui peuvent même, puisqu'ils ne sont pas tous politiciens de formation, ils viennent parfois de la vraie vie. C'est vrai. Et donc ça arrive d'avoir des élus experts. Donc, je dirais, c'est très dépendant, parce qu'il va y avoir, par exemple, le citoyen qui va trouver que ingénieur ou pas, enfin, que l'agent de la collectivité, il est nul, il est lent et comprend rien. De toute façon, ça arrive toujours. La boîte qui va penser, parce que c'est son domaine d'expertise, pareil, que on n'est pas au niveau, mais sauf qu'en fait, en général, on a une vision, en tant qu'ingénieur dans la collectivité, on a une vision très, très large. C'est-à-dire qu'on réfléchit pas à une solution, mais à tous les impacts que ça a, comme tu le disais très bien, sur l'organisation de la ville et son fonctionnement. Et c'est un peu ta plus-value auprès des élus aussi. C'est que tu es au courant d'un peu tout ce qui peut se faire, et donc de l'impact que va avoir ta telle ou telle action sur la globalité. Oui, parce que quand même, si on prend une note plus positive, oui, quand même, on est écouté. C'est-à-dire que les élus sont en général très très attentifs. Alors déjà, il y a toute une chaîne hiérarchique, et puis, alors peut-être surtout dans les grosses collectivités comme la mienne, où donc on devient très spécialisé sur des sujets, donc on touche à de l'expertise, et finalement, donc effectivement, là, on est bien écouté. Ok. Et donc c'est grâce à un peu à cet entrisme, c'est possible de proposer des idées, et que les collectivités Ça pour le coup, oui. Clairement, proposer des nouvelles choses, clairement on est écouté. Enfin, ça fait aussi partie, je pense, que de notre pouvoir, de notre devoir même. C'est que on doit être on doit faire une veille permanente sur le sujet. On doit toujours être à la pointe, savoir ce qui se fait ailleurs. Ça, je trouve que c'est un des points déjà passionnants et clés si on veut pouvoir aussi être entendu. C'est-à-dire que si on propose des choses nouvelles et même être quand on parle de territoire d'expérimentation ou d'innovation, je pense que se placer en tant que territoire d'innovation, c'est hyper important. Et j'aimerais d'ailleurs beaucoup que à Saint-Nazaire on le devienne sur un certain truc technique, j'ai pas entré dans les détails, mais sur les intersections majeures en particulier, avoir des intersections sécurisées comme on peut l'avoir dans notre pays, comme on en a très peu en France, et comme commence à venir, tu vois, ça reste des expérimentations, mais avoir
arriver à ce niveau-là, de placer le territoire comme territoire test, moi je trouve que c'est hyper intéressant. Oui, il y a un vrai enjeu politique parce que même si les collectivités, on partage énormément, il y a des réseaux forts ensuite de collectivités, on se connaît entre agents. Moi, mes équivalents, je les connais dans toutes les grandes métropoles de France à peu près. Voilà, il y a des réseaux en fait qui se tissent, donc ça c'est très intéressant. Mais les collectivités, elles essaient aussi, les élus en fait cherchent à mettre en valeur les territoires. Et par exemple, Nantes était capitale européenne de l'innovation l'année dernière, donc par des prix comme ça, et effectivement du coup il faut derrière c'est les services qui montent tout ça, qui montent les candidatures et les projets qui vont derrière, donc c'est super intéressant. D'accord. Ok. Donc vous êtes force de proposition, vous avez plus peut-être aussi d'impact sur les décisions et les élus. Ouais, mais porter l'information, c'est vraiment une des clés, quoi. Ouais. Parce que les élus peuvent comprendre, hein, je veux dire. Ouais, bien sûr. Oui. Ils comprennent bien. En fait, ils comprennent bien et ils doivent prendre beaucoup de décisions à la minute. Et donc, ils ont besoin d'aide aussi. Il y a aussi une partie sur la communication. Il faut être hyper efficace dans la manière de communiquer. Savoir peut-être aussi un peu vulgariser bien, etc. Okay. Ouais, donc ça, c'est aussi une qualité, je pense. Ok. Oui, la synthèse est importante. D'où l'exercice. D'où l'exercice dans le concours. Okay. Bon, une dernière question pour finir. Est-ce que vous aimeriez, maintenant que vous êtes un petit peu au contact des politiques, des élus, etc., est-ce que vous aimeriez pousser plus loin et donc rentrer peut-être un petit peu plus en politique parce que vous vous dites que il y a quand même, vos décisions elles sont limitées, votre impact est limité et vous voulez aller plus loin parce que c'est votre conviction. Tout dirigé. Non, sans parler de dictature, mais est-ce que c'est une envie, est-ce que ça devient un besoin à force? Non, pas de mon côté, je fais bien la part des choses. La carrière politique ne m'attire pas du tout. Ouais. Je suis bien à ma place de technicienne. C'est vraiment une posture. Alors peut-être que c'est très différent dans les petites collectivités et dans les grandes, mais en tout cas sur une métropole, les élus ne sont pas des techniciens. Et moi, je préfère être à ma place effectivement d'apporter des solutions, des éclairages et puis de mettre en œuvre. Ok. Moi, je sais pas si j'aurais le caractère pour. C'est-à-dire que quand on prend une décision qui impacte. Enfin, ça dépend. Il y a potentiellement des décisions très très impactantes sur des transformations de villes, et je sais pas moi si du coup j'y penserais pas en permanence. Pas des nuits blanches à penser à des décisions aussi. Oui, c'est dur aussi. Je pense que c'est dur aussi psychologiquement en fait. Bien sûr. Bien sûr. Et puis on a aussi toutes les personnes qui sont pas contentes de la politique parce qu'on peut jamais avoir oui, que de contenter tout le monde. De contenter tout le monde, exactement. Ok. Si t'as une autre question. Non, je pense que. Merci en tout cas à vous deux d'être venus. Je veux aussi remercier Belle de Jour, le lieu où on est, un lieu de vie. Donc qui est dans une ancienne caserne qui a été réaffectée maintenant en bar et en restaurant. On peut assister à des concerts, des projections, même des galeries d'art. C'est assez familial. On peut amener ses enfants aussi. Il y a un jardin pour les concerts l'été et c'est un lieu donc de partage, d'échange, en toute convivialité. On y mange bien et l'ambiance est agréable. Donc on ne peut que recommander. Voilà. Donc quand ça réouvrira. N'hésitez pas à venir y faire un tour. Merci encore de nous avoir écoutés et puis à très bientôt pour un autre épisode. Cliquez fort.